Parlons un peu des collections. Jusqu'à présent, dans les exercices proposés, pour structurer les données, nous avons utilisé le tableau. Cependant, les tableaux présentent quelques inconvénients. L'obligation de déclarer leur taille. La recherche d'éléments particuliers est lente. Obligation de lancer une boucle. Java propose depuis la version 2 des classes permettant de manipuler les principales structures de données. Ces classes ont des propriétés différentes dont il est utile d'avoir une idée afin de choisir le type le plus adapté à un problème donné. La figure représente les interfaces Java permettant de ranger des éléments. À la racine, on trouve l'interface Collection qui permet de stocker des éléments de type quelconque pour peu qu'il s'agisse d'objets. Un nouvel élément introduit dans une collection Java est une référence à l'objet et non une copie. Ensuite, on trouve la sous-classe Set qui est une collection qui ne peut pas contenir des éléments dupliqués, un peu comme les cartes d'un jeu de cartes. List est une collection ordonnée qui peut contenir des éléments dupliqués. Map est une interface différente de l'interface Collection qui permet d'associer une clé à sa valeur, comme un tableau de pays qui permettrait de retrouver directement l'objet pays par son attribut, nom par exemple. Enfin, l'interface SortedSet est une sous-classe de l'interface Set qui maintient les éléments dans l'ordre ascendant, comme des listes de mots par exemple. L'interface SortedMap est une sous-classe de l'interface Map avec la même propriété et un mécanisme clé-valeur, comme par exemple dans un répertoire téléphonique. Pour plus d'informations, je vous propose de consulter le lien ci-dessous. Un mécanisme commun préside au fonctionnement des collections. L'utilisation d'itérateurs qui permettent de parcourir un par un les différents éléments d'une collection. L'utilisation de génériques. Les génériques sont des classes qui sont typées au moment de la compilation. Autrement dit, ce sont des classes qui utilisent des typages en paramètres. Voyons ça sur un type de collection, les ArrayList. List est une collection ordonnée qui peut contenir des éléments dupliqués. Elle possède deux implémentations, ArrayList et LinkedList. Cette dernière sera présentée plus loin. Dans l'exemple présenté, on utilise la classe ArrayList pour stocker des objets de même type, voiture. Au moment de la boucle, lorsqu'on implémente la méthode getI, on déclare s'attendre à trouver une voiture. Mais le compilateur ne le sait pas d'emblée, ce qui nous oblige à transtyper le résultat de myArrayList getI en voiture. Java 5 a été l'occasion d'introduire une syntaxe qui prend en considération les génériques. Ainsi, il va être possible de fixer lors de la construction de la collection le type du contenu stocké. Ici, on déclare que la liste myArrayList contiendra des voitures. Ceci permettra au programmeur de ne pas écrire systématiquement des transtypages, méthode qui pourrait par ailleurs s'avérer dangereuse. Avant de découvrir d'autres types de collections, un mot sur les itérateurs. Les itérateurs permettent de parcourir les éléments d'une collection sans connaissance précise du type de la collection. Il existe deux familles d'itérateurs. Les itérateurs monodirectionnels, le parcours de la collection se fait d'un début vers une fin, l'accès à un élément ne se fait qu'une seule fois, et les itérateurs bidirectionnels, le parcours de la collection peut se faire dans les deux sens, on a la possibilité d'avancer et de reculer à sa guise dans la collection. Dans l'interface itérateur monodimensionnel, on trouve la méthode hasNext qui vérifie s'il y a un prochain objet dans la collection, la méthode next qui permet d'obtenir l'objet courant et de passer au suivant, la méthode remove qui supprime le dernier objet renvoyé par next.
L'implémentation se fait de la façon suivante. La déclaration d'un itérateur, iter, comme celui associé à la collection C. La boucle while qui vérifie s'il y a possibilité de récupérer un objet. La récupération de l'objet courant avant de passer au suivant. Voyons plus précisément l'itérateur bidirectionnel listIterator sur un autre type de collection ordonnée, les linked lists. Cette classe permet de manipuler des listes dites doublement chaînées. À chaque élément de collection, on associe implicitement deux informations qui sont les références à l'élément précédent et suivant. Les méthodes de l'itérateur, listIterator, se passent de commentaires. Si ce n'est la méthode set qui modifie à la position courante un élément de la collection. L'implémentation se fait de la façon suivante. On déclare ici une liste chaînée L1 de string. On déclare un listIterateur iter comme le listIterateur associé à la collection L1. On se sert ici de l'itérateur pour ajouter des éléments. Une boucle while vers l'arrière qui vérifie s'il y a possibilité de récupérer un objet. On notera que l'utilisation de la linked list est transparente. Nous choisissons maintenant de préciser la collection de type HashMap. HashMap est une implémentation de l'interface map. C'est donc à ce titre une collection qui ne peut pas contenir des éléments dupliqués, comme les cartes d'un jeu de cartes par exemple. HashMap en plus stocke les éléments dans une table de hachage. L'idée est ici d'être capable de retrouver un objet plus rapidement qu'à travers une recherche linéaire consistant à faire défiler tous les éléments. Dans une collection de type HashMap, on associe à une clé l'objet en question. Comment fonctionne une collection de type HashMap? Il faut d'abord rappeler que la superclasse Object, dont dérive toute classe Java, possède deux méthodes importantes. La méthode publique equals, qui renvoie un booléen, la méthode publique hashcode, qui renvoie à un entier, par défaut unique. On peut surcharger, redéfinir cette méthode dans les sous-classes en lui donnant la valeur d'un attribut particulier. Ainsi, deux objets différents peuvent avoir le même hashcode. Le hashcode est utilisé quand on insère un objet dans une collection de type HMAP, Hset ou Htable. Au moment de l'insertion, Java se sert du hashcode pour repérer à quel endroit doit être enregistré l'objet. L'intérêt est de ranger les éléments qui possèdent le même hashcode dans une même collection, comme des lettres d'imprimerie en plomb portant toute la lettre A, mais éventuellement dans différentes polices ou tailles. Lorsque dans un programme on recherche un objet lettre particulier, le hashcode ne conduit pas à cet objet particulier, mais à la zone où sont stockées toutes les lettres A. Il faut ensuite que le mécanisme de recherche itère sur les objets de même hashcode dans la zone en question en utilisant la méthode equals afin de trouver la bonne clé. Une fois que la clé est trouvée, l'objet recherché est renvoyé. On voit donc que c'est une combinaison des méthodes hashcode et equals qui sont utilisées lorsqu'on recherche un objet dans une collection de type htable. Ainsi, pour que les algorithmes qui s'appuient sur ce mécanisme fonctionnent, un contrat a été défini entre ces deux méthodes. Si deux objets sont égaux, au sens de la méthode equals qui, on l'a dit, compare la valeur de tous leurs attributs, alors ils doivent avoir le même hashcode. Si deux objets ont le même hashcode, ils peuvent ne pas être égaux. Ceci impose généralement deux choses. La redéfinition de la méthode hashcode qui définit le code de hachage d'un élément, la redéfinition de la méthode equals qui compare des objets de même classe pour connaître l'appartenance d'un élément à l'ensemble. Pour illustrer tout ceci, je vous propose d'effectuer l'exercice 6.5.